Salam alaikum. Donc je vais traiter à travers les questions que j'ai posées. J'ai pu donc déceler que nous avons un peu un manque en ce qui concerne donc la science des séismes. Généralement celle-ci elle est appelée comme étant définie donc la sismologie. La sismologie donc elle est importante. On fait de l'analyse nous sismique, on calcule les structures, mais notre mission s'arrête à calculer. Généralement, on doit en premier lieu savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les différentes appellations, quels sont les différents mots qu'on utilise, comment les comprendre, et les effets d'un séisme, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il va faire au niveau donc, des structures. Ça aussi, c'est très important. Donc ici, j'ai essayé donc, de résumer à peu près pour un ingénieur ce qu'il doit savoir réellement en fonction donc par rapport à une science qui est commune entre les géophysiciens, entre les géologues. L'ingénieur génie civil doit avoir au moins quelques notions sur tout ce qui est donc sismologie. Donc les séismes pour nous, donc généralement un séisme c'est un tremblement de terre. La terre va trembler, donc elle va bouger. Et systématiquement, donc c'est des secousses qu'on va ressentir donc en tant qu'être humain, ou bien si nous sommes dans une habitation. Donc on va sentir quelque chose, on va sentir que la terre tremble, et systématiquement, donc si je suis dans un bâtiment, le bâtiment va aussi bouger, donc il va trembler. Même si je suis donc à terre, je vais avoir donc un ressentiment que la terre bouge. L'origine, c'est quoi l'origine? Généralement, l'origine, c'est une rupture. C'est une rupture au niveau donc, du sol. Bien sûr, cette rupture, elle se situe au niveau des roches, parce que nous savons que la Terre elle est constituée donc, de différentes couches. Nous avons la couche qu'on vit dessus, en général, on ne voit pas la roche, elle est située en profondeur. Nous vivons donc sur du sable ou bien sur de l'argile. Tout ça, donc, c'est de l'érosion de la roche qui a été constituée donc, au fur et à mesure des années. Mais en général, en profondeur, donc il y a toujours une roche qui existe généralement, qui protège en général donc, les êtres humains par rapport à ce qu'il y a donc sous cette terre. En général, on peut voir que dans les 60 premiers kilomètres en général, la terre en général, elle est constituée d'une roche qui constitue le manteau. Ici, on peut voir par exemple, ici on peut voir, nous avons donc ici c'est la croûte, c'est la partie solide. C'est la partie solide, qui est généralement de 5 à 100 km d'épaisseur. Et nous avons les différentes couches qui constituent donc la terre où nous vivons en général. Okay. Auparavant, donc, la terre en général, elle était donc à partir de certaines théories, ce qu'on appelle la théorie des plaques, la dérive des continents. En général, la terre elle était constituée donc de continents qui sont liés, qui étaient liés. Et bien sûr, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des centaines d'années, cette terre donc elle s'est développée et donc on est passé donc d'un stade où tout était ensemble. Ça c'est 225 millions d'années, ensuite 200 millions d'années, donc ça a commencé un peu à bouger. 135 millions d'années, 60 millions d'années et les continents actuellement. Là où nous vivons au jour d'aujourd'hui, nous avons donc une séparation de tout cela. Ok, nous avons une séparation de tout cela. Bien sûr, ici, cette dilatation ne s'est pas faite normalement, c'est sûr, puisqu'il y a eu donc une dilatation de la Terre, donc il y a eu, c'est sûr, des tractions au niveau donc de la croûte, et ces tractions-là ont fait que, bien sûr, il y a des fissures, et ces fissures, généralement, sont remplies ensuite par tout ce qui est donc liquide sous terre, par le magma, tout ce qui est donc chauffé jusqu'à liquidation, jusqu'à soit liquide. Donc à chaque fois qu'il y a développement, donc c'est toujours la même faille donc, qui se développe. Et maintenant, généralement, on peut voir que sur la Terre, donc il y a ce qu'on appelle des failles. C'est la limite ici des failles, toutes les failles. C'est des zones donc, où il y a eu déjà une rupture sous l'effet de la dilatation de la Terre. Et ces ruptures-là, en général, ces faits-là,
sont des points donc faibles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, quand on peut voir ici que c'est un peu épais, mais là où il y a eu donc l'attraction de la Terre, pour que la Terre donc se développe, aille avec un accroissement, donc il y a eu des tractions dans la croûte, et cette traction, bien sûr, est devenue faible. Et c'est ce qu'on trouve en général, généralement, c'est que on trouve toute cette faiblesse, elle est située généralement au niveau de la mer, au niveau des océans. Et ça a fait que, bien sûr, la création des océans, etc. Donc ici, nous vivons ici, donc elle est un peu épaisse en général, et au niveau de la mer, donc nous avons moindre épaisseur au niveau de la croûte terrestre. La partie solide, elle est donc d'une épaisseur minimale au niveau en général de tout ce qui est mer. Et bien sûr, la Terre continue au jour d'aujourd'hui à bouger. Généralement, on ne le sent pas décéder, mais comme on a vu avant, c'était des centaines de millions d'années. Et bien sûr, au niveau de chaque point, généralement, selon le mouvement, soit le mouvement, c'est un mouvement d'éloignement entre les continents ou bien de rapprochement, nous allons voir ici soit une traction, soit une compression. Et au fur et à mesure, il va y avoir donc accumulation de l'effort, donc une accumulation d'énergie. Et lorsque la partie de la Terre faible ici n'arrive plus à supporter donc l'effort de traction de compression dû à la dérive donc des continents, il va y avoir ce qu'on appelle donc une rupture. Donc la Terre va se rompre. Donc généralement la rupture, elle ne se passe pas au niveau des grains, elle va se passer donc au niveau des parties rocheuses. Et généralement ces parties rocheuses, c'est beaucoup plus au niveau donc de la mer qu'au niveau en général, là où nous vivons, nous avons donc de grandes épaisseurs ici. Donc il va y avoir donc généralement, c'est pour cela que la plus grande partie des séismes en général, on est en mer. Donc vous allez avoir ici une rupture, et cette rupture-là, bien sûr on va la voir, elle va donc se développer, et si elle est très très importante, on peut la voir même au niveau surface, même au niveau de la surface. Et c'est ce qui se passe en général. On voit, c'est ce qu'on appelle la faille. Donc ici vous avez une faille, on peut la voir ici au niveau sol, mais généralement, la rupture brusque où il y a eu donc un dégagement d'énergie, l'accumulation d'énergie et le dégagement d'énergie sous l'effet de la rupture, donc on peut le voir en haut de la surface, mais généralement il est profond, il est très profond. Donc en premier lieu, on va donc définir, donc il y a une définition qui est simple. Généralement, là où il y a eu la rupture, c'est-à-dire qu'en ce point, c'est ce qu'on appelle, nous, le foyer. C'est le foyer, voilà, c'est le foyer ou l'hypocentre. Généralement, c'est là où a eu lieu la rupture de la roche. Donc, elle sera en fonction de la profondeur, ce qu'on appelle la profondeur du séisme. Donc, chaque séisme a une profondeur par rapport à la Terre et par rapport à la croûte où il y a eu donc la cassure de cette Terre. La projection en général sur Terre, c'est ce qu'on appelle l'épicentre. C'est la projection. Et bien sûr, si nous avons un site, des habitations, une ville ou une commune, par rapport à ce point-là, généralement, c'est ce qu'on appelle la distance horizontale. C'est la distance épicentrale. Et nous avons aussi une distance ici, c'est ce qu'on appelle, c'est la distance en général directe au niveau donc du site et au niveau de l'hypocentre. Et c'est ce qu'on appelle la distance hypocentrale. C'est la distance hypocentrale. Ça, c'est des noms. C'est des noms qu'on doit en général retenir. On parlera toujours quand vous allez entendre définir un séisme. On va définir en général sa profondeur. Donc généralement c'est le foyer l'hypocentre. Et on va définir ce qu'on appelle la distance hypocentrale par rapport au premier site où il y a eu donc des habitations. Et on peut aussi définir la distance hypocentrale. Généralement, ces failles-là, donc ces ruptures, donc c'est ce qu'on voit nous sur la Terre, généralement c'est le résultat de la rupture de l'ensemble rocheux, qui est donc à une certaine profondeur. Et bien sûr, cet ensemble rocheux va donc supporter une grande quantité d'efforts et de contraintes, donc une grande accumulation d'énergie, et quand la roche ne peut plus supporter donc cette quantité
de contrainte et d'énergie, donc elle va céder, elle va casser, systématiquement. Bien sûr, tout ça donc va nous donner, au niveau donc de la surface de la Terre, on va voir plusieurs types de failles, plusieurs types, c'est-à-dire de ruptures, qu'on peut voir. Généralement, il y a 3 types de failles et 3 sortes de mécanismes en général. En général, on peut avoir, voilà, ici vous avez un éloignement, donc la Terre s'est coupée, donc une partie, on peut voir que celle-là, elle était ici, et donc c'est un éloignement. Généralement, on appelle ça, c'est une faille normale. C'est une faille normale. Donc ça, c'est dû généralement à un éloignement des continents. C'est-à-dire qu'il y a eu ici, c'est une force de traction qui a provoqué donc la rupture de notre partie rocheuse. On peut le présenter comme ça. On peut voir ici que la distance de départ, elle est moins importante que la distance finale. On peut donc mesurer de combien par rapport à un point ici qu'on connaît, on peut mesurer combien cette faille elle fait, combien elle fait en mètres. Ok. Nous avons aussi ce qu'on appelle une faille inverse ici. Ici vous avez un raccourcissement, une faille inverse, donc l'une monte sur l'autre. Et là donc généralement elle est due à une compression, Les 2 parties sont comprimées, donc toute la roche est comprimée. Bien sûr, ici, je peux dire que généralement, c'est un rapprochement entre les continents, c'est un rapprochement qui existe ici, et à un certain moment, la même chose, à un certain moment, on peut avoir donc la rupture de la roche, et on peut le voir donc sur la Terre comme ce système-là. Et on peut représenter ici, on peut voir ici que la longueur de départ, elle est plus importante que la longueur après rupture. Donc ici, on peut voir qu'il y a une compression au niveau de la roche. Généralement, ça, c'est un phénomène, comme j'ai dit, de rapprochement des continents. Et généralement, c'est ce qu'on a au niveau donc, de l'Algérie. Parce qu'au niveau de l'Algérie par rapport à l'Europe, donc le continent africain par rapport au continent européen, en général, il y a des rapprochements. On a mesuré ces rapprochements avec des moyens sophistiqués aujourd'hui. Et on a trouvé qu'à peu près, donc, il y a un rapprochement entre l'Afrique et l'Europe de 1 à 2 cm. Ce qui fait que ce rapprochement crée donc des compressions au niveau des roches. Et qu'à un certain moment, vous avez donc une rupture et systématiquement des failles inverses. Il y a aussi un autre type de faille. Donc ici, vous avez, on peut le voir ici, donc généralement c'est un cisaillement. Ici, c'est un cisaillement. Donc ce n'est plus compression, c'est quand vous avez, donc, il y a des zones entre les continents. Avec la compression et traction, on peut donc avoir une résultante généralement en termes de cisaillement. Et on peut voir ici, la raille ici, qui était au départ ici, maintenant elle s'est déplacée. Vous avez donc, la terre a été cisaillée ici. Et on peut voir ici la représentation en plan de cette faille en général. C'est une faille en décrochement. Donc on peut essayer de retenir que nous avons des failles normales, les failles inverses, et les failles en décrochement. 3 types de failles. Et chaque faille donc est définie par elle peut donc nous donner une idée sur qu'est-ce qui se passe entre les continents. Pour ce qui est donc des séismes en général, parce que le séisme, ce n'est pas toujours dû à des failles ou bien des ruptures au niveau de la roche, il peut être dû donc à plusieurs choses. Bien sûr, ici, on peut voir quelques catégories. Généralement, c'est à partir des failles. Donc les plaques tectoniques, ici, généralement, c'est des ruptures soudaines des roches. Généralement, on ne peut pas prédire quand la Terre va céder, c'est pas possible. Et on peut avoir aussi des séismes dus à des explosions, tels que par exemple le volcan, la fracturation des roches due à l'intrusion du magma, même par exemple tout ce qui est par exemple le gaz de schiste. Pour le gaz de schiste aussi, il crée ce qu'on appelle des vibrations au niveau du sol, qui ne sont pas vraiment très très importantes. On peut avoir aussi des dégazages, oscillations donc d'un réservoir, etc. Surtout les grands réservoirs. Et ici, on peut voir tout ce qui est artificiel. Artificiel en général, mise en eau d'un grand barrage. Des fois, donc, quand on met un barrage, surtout les grands barrages, quand on le met en charge, bien sûr, l'eau va pénétrer dans tout ce qui est donc terre fissurée. Il va provoquer en général des fissurations qui ne sera pas très très importante, ou bien exploitation de gaz, tel que le gaz de schiste, etc. On peut avoir aussi, au niveau des explosions, par exemple, tout ce qui est mine, tout ce qui est donc nucléaire, ok. Et on peut avoir aussi donc tout ce qui est effondrement. C'est les implosions, effondrement de cavités dans le calcaire, effondrement lié à un grand glissement de terrain, effondrement d'anciennes mines, etc. Donc tout ça,
va provoquer ce qu'on appelle des séismes. Des séismes, c'est-à-dire c'est des tremblements de terre qu'on va ressentir. Bien sûr, ici, le séisme le plus important en général, c'est dû à la tectonique, c'est-à-dire la rupture des roches, qui emmagasine donc beaucoup d'énergie par rapport aux autres séismes en général. Ensuite vient tout ce qui est volcanique. Tout ce qui est volcanique. La différence entre volcanique et tectonique, c'est qu'au niveau sismique ici, c'est soudain, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas prédire. Dans le cas des volcans, on peut prévoir, parce que dans la terre, la roche va commencer à se fissurer petit à petit. À chaque fois, donc, il y a des craquements du sol, et on peut enregistrer tout ça. Et on peut enregistrer et voir le développement donc, de tout ce qui est donc, vibration. Et à partir de là, donc, on peut évacuer la population. Ici, donc, c'est pas possible parce que généralement, c'est très brusque et soudain. Bien sûr, ici, comme j'ai dit, les séismes tectoniques en général sont les plus courants, ils sont bien expliqués par la tectonique des plaques. Les séismes volcaniques accompagnent les éruptions en général. Et les tirs nucléaires, donc, sont aussi très très importants. Et vous pouvez, donc, on peut voir ici que lorsqu'un pays fait un essai nucléaire, en général, on le découvre par le même principe des séismographes, ou bien séismogrammes. On va enregistrer qu'il y a eu donc une explosion nucléaire quelque part sur Terre, et on peut même donc tirer à quel point il y a eu dans quel pays. Donc tout ça, c'est dû justement à tout ce qui est donc enregistrement sismique. Ici, on peut voir donc quand nous avons donc une rupture au niveau du sol, quand vous avez la rupture de la roche, quand la roche va se rompre, bien sûr, cette énergie qui est très très importante, elle va faire bouger donc tout le milieu environnant, tout le milieu au niveau du site de la roche donc, qui a été donc touché. Elle va être donc soumise à des vibrations, et ces vibrations, bien sûr, vont se propager dans toutes les directions. Donc il y a des vibrations qui vont se propager à l'intérieur de la Terre, pour aboutir à la surface. On peut voir ici, par exemple, ici, ça va passer comme ça jusqu'à la surface. Tout ça, donc tout ça, c'est des vibrations qui vont se propager, et c'est pour cela qu'on les appelle ondes en général. Ondes, c'est pas ondes physiques qu'on enregistre d'un point de vue donc électrique, mais c'est des ondes réelles ici. C'est des ondes réelles qui se propagent dans toutes les directions. On peut voir ici qu'il y a des ondes qui ne se propagent pas, parce qu'ici le milieu est liquide en général, et dans les liquides en général, les ondes de cisaillement ne se propagent pas. Les ondes de cisaillement ne se propagent pas, donc elles vont s'arrêter ici. Mais les autres ondes en général, telles que les ondes on les verra ici, c'est des ondes de compression. Ils vont continuer à se propager de long jusqu'à l'aboutissement au niveau donc de l'écorce terrestre. Ça, c'est ce qu'on appelle en général, c'est des ondes de volume. C'est des ondes de volume, donc ils se propagent à l'intérieur du volume. Donc ils se propagent à l'intérieur du volume. Ici, vous avez donc en général ce qu'on appelle les ondes primaires. Donc c'est des développements du mouvement du sol en traction-compression. Ok, c'est les ondes primaires. Traction-compression, donc c'est des ondes qui se développent à l'intérieur du solide. Généralement, c'est des ondes qui sont qui ont une célérité importante, c'est-à-dire une grande vitesse, mais avec des amplitudes qui sont plus ou moins très petites, Nous avons aussi les ondes S, les ondes secondaires aussi, donc ce n'est pas des ondes comme les ondes primaires, ils se développent en général toujours à l'intérieur du sol, mais avec des vibrations de cisaillement. C'est comme ça qu'ils vivent pour arriver donc en surface. Généralement, elles sont beaucoup plus importantes, mais elles sont moins rapides que les ondes primaires en général. Ça, c'est toujours à l'intérieur des volumes. Bien sûr, quand on arrive en surface, ces ondes-là vont se développer au niveau de la croûte terrestre. Donc, ils vont se développer à la surface de la Terre par des rides ou bien par des ondes comme les ondes au niveau de la mer, comme les vagues. C'est des vagues. Bien sûr, on ne voit pas parce que c'est du solide. Mais si on va les mesurer par des systèmes donc, électroniques sophistiqués, on va voir que la Terre, elle bouge en général. Ici, donc, nous allons voir des ondes de surface qui vont se développer à la surface du sol. Bien sûr, ces ondes-là, généralement, elles sont superficielles. Généralement, donc, elles ont des amplitudes importantes, mais leur vitesse n'est pas très très importante parce qu'elles ne sont pas à l'intérieur du volume, contrairement donc aux ondes de volume. Ici, nous avons deux types d'ondes aussi en surface. Nous avons les ondes de Love,
c'est des ondes de cisaillement. Donc la Terre, elle bouge comme ça. Elle bouge comme ça, la Terre, transversalement au niveau de la surface. C'est des ondes de Love. Et vous avez aussi les ondes de relais. Généralement, c'est comme une vague. C'est comme une vague. Donc la Terre, elle va faire ça. Bien sûr, comme j'ai dit, elle est comme ça, mais généralement, on ne le voit pas parce que c'est un corps solide. C'est un corps solide. Bien sûr, les ondes de Love, on peut voir ici que leur vitesse n'est pas très très importante par rapport aux ondes de volume, surtout les ondes primaires. Et elles font jusqu'à 4 km par seconde, ce qui est donc rapide vis-à-vis de l'être humain. Donc elles peuvent, en une minute, elles peuvent parcourir 240 km. Donc si vous avez par exemple un séisme qui arrive dans une partie dans une ville, si l'autre ville est distante de 240 km, en une minute, donc il va arriver. C'est pour cela que donc il est très très difficile de se prémunir ou bien de prévenir donc un séisme en général. Ok. Ici je vais voir on peut voir ici. On peut voir ici vous avez, voilà, ici c'est la rupture. Et donc les ondes vont se propager à l'intérieur. C'est des ondes de volume. Et vous avez en même temps, c'est des ondes de surface qui avancent ici. Les ondes de volume, donc, vont arriver les ondes P en premier. On va voir que leur amplitude n'est pas très très importante. Ok. Vous avez les ondes S qui arrivent en deuxième, qui ne sont pas aussi très très importantes. Et donc d'évaluer donc qualitativement et quantitativement un séisme. En général, un séisme, il a été donc évalué avant l'arrivée donc de tout ce qui est appareil électronique. Généralement, les gens parlaient d'intensité. Et l'intensité en général, elle reflète en général les dégâts et les désordres, les effets de ce séisme. Si on revient vers l'histoire, on va voir que les gens généralement parlaient de séisme à partir de ce qu'il a causé comme dégâts et comme perte en vie humaine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Donc, il y a eu plusieurs échelles. La première échelle, donc, c'est l'échelle de Mercalli, l'italien en 1902, qui a été modifiée ensuite en 1956. Et l'échelle MSK, créée en 1964 par les Russes en général, Medvedev, Sponhar et Karnik. Et ces deux échelles en général comportent 12 degrés de 1 à 12. Le degré 1 correspond aux secousses les plus faibles, à peine ressenties. Le degré 12 en général, aux secousses les plus fortes, qui ont causé donc le plus de dégâts. En 1998, les Européens donc, ont créé une autre échelle, c'est ce qu'on appelle l'EMS, European Macroseismic Scale, de 1998, et elle se base aussi sur la même chose. Donc elle se base sur l'évaluation d'un séisme par rapport à des dégâts. Donc, elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au niveau rupture de la roche, mais en général, elle évalue tout ce qui s'est passé au niveau d'un site, d'une ville ou bien d'un village. Donc, ici, c'est une évaluation en général sur les quantités de dégâts, le nombre de morts, le nombre de blessés et tout ça. Donc, en général, ça reste localisé par rapport à un site donné. Et on peut voir ici, pour un même séisme, par exemple, pour un même séisme, on peut avoir deux intensités. Bien sûr, la ville la plus proche, elle aura une intensité beaucoup plus importante qu'une ville qui est encore plus loin. C'est-à-dire que l'intensité, elle va varier en général en fonction de l'éloignement par rapport à l'épicentre. Plus on est loin de l'épicentre, et plus l'intensité, elle sera moindre. Donc généralement, l'intensité, malgré pour un même séisme, elle peut être différente. Et c'est pour cela en général qu'elle n'est pas vraiment très très significative par rapport à un séisme qui a eu lieu. Voilà, ici vous avez donc les 12 échelles, de 1 à 12. 1 en général c'est non ressenti, personne ne le ressent. À partir de 2, rarement, faiblement. Ensuite largement, c'est l'intensité 4 ici, fort. Et généralement on fait des questionnaires au niveau donc d'une population pour classer un séisme par rapport à l'intensité selon donc l'EMS. Et nous avons aussi la magnitude. La magnitude en général, quand on parle de magnitude, donc la magnitude a été créée par l'américain Francis Richter, qui porte son nom en général, l'échelle Richter.
généralement, elle a été introduite en 1935, donc elle est très récente par rapport à celle de l'intensité, c'est 1902. Donc avec l'apparition donc des appareils d'enregistrement, donc cet Américain donc a eu la chance donc d'enregistrer donc tout ce qui est donc sismique. Et généralement ici, Richter mesure l'énergie. C'est vraiment l'énergie qui a été donc dégagée au niveau de ce séisme. Donc généralement, c'est quelque chose d'intrinsèque propre au séisme. C'est pas comme l'intensité, comme j'ai dit. L'intensité, c'est le dégât, donc elle dépend de la distance du site par rapport à l'épicentre. Ici, donc, c'est un caractère intrinsèque du séisme. Et en général, à travers des enregistrements, comparativement par rapport à un séisme qu'il a mesuré au niveau donc, des États-Unis, donc il a pu donc créer un système donc, de mesure. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, en général, le plus grand séisme, la plus grande magnitude qui a été enregistrée, généralement c'est 9,5. Donc au niveau magnitude, en général, 9,5, c'est des choses donc, qui arrivent rarement. Et c'est pour cela qu'on dit généralement que la magnitude de Richter, elle est jusqu'à 9. Mais en réalité, elle peut dépasser, mais généralement, il n'y a jamais eu un séisme de 9,5, de celle en 1960. Et on peut voir en général que pour une magnitude de 9,5, on peut voir que la faille qui a été provoquée, la rupture, c'est-à-dire au niveau du sol que les gens ont vu, elle a été de 1000 km. De 1000 km, c'est-à-dire si je prends l'Algérie, presque d'Annaba jusqu'à Oran. Et c'est pour cela en général que les séismes en général supérieurs à 9 sont très très rares. La magnitude 10 en général semble être une limite raisonnable compte tenu de la solidité des roches et de la fragmentation des failles. Et c'est pour cela donc on ne doit pas confondre en général la magnitude et l'intensité, parce que même si vous avez un séisme qui est très très important, si le site est loin, généralement l'intensité elle ne sera pas vraiment très très importante, parce que vous allez avoir des atténuations des ondes, des atténuations des vibrations. Quand elles vont arriver ensuite très très loin, généralement elles seront complètement atténuées et la vibration ne sera pas très très importante. La magnitude, donc ici, c'est une valeur associée uniquement au séisme. Donc elle donne l'énergie qui a été libérée par un séisme, elle nous donne à peu près un aperçu, donc c'est plus ou moins très qualitatif parce qu'elle nous donne combien, donc d'un point de vue énergétique, ce séisme-là a produit, donc a dissipé de l'énergie. La classification au niveau sismique en général, vous avez la classification en général, c'est par rapport à leur profondeur. Comme j'ai dit, donc généralement, c'est des profondeurs importantes. Vous avez généralement 60 km, entre 60 et 300, entre 300 et 700. Bien sûr, ici, plus, on peut voir ici, c'est comme pour l'intensité, plus le séisme est moins profond, et il sera donc plus dangereux. Tandis que s'il est très en profondeur, donc généralement, il ne sera pas aussi dangereux qu'un séisme superficiel, dans une tranche de moins que 60 km. Généralement, 95% des tremblements de terre ont lieu à une profondeur inférieure à 60, et 5% à une profondeur supérieure. Donc généralement, tout se passe ici. Tout se passe au niveau donc, des premiers 60 km. Si je vois ici, à partir donc, de ce que j'ai dit, à partir donc, des plaques tectoniques, etc., si on voit le séisme dans le monde, ce qui a été donc enregistré en général, on peut voir ici que une des failles, malheureusement, une des failles, elle passe par l'Algérie. Une des failles existantes déjà, elle passe par l'Algérie. Et c'est pour cela, et généralement, ici, on peut voir ici, c'est Alger. On peut voir que les pays ici, on peut voir ici l'Italie, il y a une faille ici en Italie. La même chose ici, au niveau donc, de la Turquie, l'Iran, etc. Ok. Donc ici, ça nous donne une idée, surtout des séismes qui sont enregistrés pour le repérage en général, et comme j'ai dit, donc des failles où a lieu donc la dérive des continents. Ok. Donc l'Algérie, c'est un pays donc qui est à risque, lui ici qui est à risque. Bien sûr, la sismicité en Algérie, si on revient au niveau de la sismicité en Algérie, donc au niveau donc historique, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'histoire, avant donc l'intervention de tout ce qui est donc mesure. Vous avez l'histoire. L'histoire en général nous donne une idée sur tout ce qui est donc sismique au niveau de plusieurs études ont été faites en général.
Voilà, ici on peut voir que la vitesse de raccourcissement entre les deux plaques est estimée entre 5 à 6 mm dans la région d'Alger. Ok. Et le séisme de Doumerdès on fait foi. Ok. Et on peut voir ici, donc vous avez ici le séisme qui a eu lieu en 2003, le séisme de Doumerdès. Et on peut voir ici, donc ici c'est la plaque eurasienne, européenne, ici c'est la plaque africaine. Et malheureusement, donc l'Algérie est un des pays par rapport aux autres pays du Maghreb qui est donc juste au niveau de la faille. Et on va voir aussi qu'il y a une autre faille ici aussi. Voilà, ici on peut voir qu'on a découvert ici une autre faille aussi, qui est ici dans la région d'Aqbou, Bouira, Boumerdès, c'est jusqu'à Béjaïa. Donc c'est une deuxième faille qui peut aussi provoquer donc des séismes ici. Donc nous avons une faille juste ici, ok, et une faille juste à l'intérieur de l'Algérie. Et ça, c'est ce qui provoque en général jusqu'à Béjaïa, Gigil, etc. Et ça, donc, c'est pour cela que l'Algérie, donc, c'est un pays donc sismique et qu'il va falloir donc faire très attention vis-à-vis donc des actions sismiques. Et c'est pour cela qu'il y a eu un règlement à partir de 1980. Après le séisme de l'Asnam, donc l'Algérie s'est dotée donc d'un règlement parasismique. Et on peut voir ici au niveau de l'historique ici. Voilà, on peut voir l'historique, donc 1989, 88, 1922, Tilnes, 1954, Asnam, 1980 le même aussi qui a eu lieu donc. Bouira 1946, tout ça c'est historique, tout ça donc c'est l'histoire en général. Constantine 1985, Msila en 65, on peut voir ici donc avec donc des magnitudes supérieures à 6,5, ici des magnitudes entre 5,5 et 6,5. Ok, donc il va falloir faire très attention au niveau donc des analyses sismiques parce que le risque sismique, il est important en Algérie. Donc, il est réel et il est aussi important. Ici, la même chose. Donc, on peut voir ici, donc, au niveau des séismes qui ont eu lieu. C'est toujours, comme j'ai dit, au niveau de, ici, au niveau donc de tout ce qui est donc centre, Alger, et la faille d'intérieur aussi qui provoque aussi des séismes, des magnitudes, on peut voir ici, des magnitudes 6, etc. Donc, ça, c'est historique. Tout ce qui est jaune, c'est historique. Il a été donc dit par les historiens et les gens ont raconté. Et tout ce qui est en rouge en général, ce qui a été mesuré en général. Bien sûr, probabilité ici qu'il y ait un tremblement de terre, donc ça existe réellement. Elle existe réellement, donc il va falloir, comme j'ai dit, faire très attention. Et au niveau donc Algérie, c'est pour cela qu'il y a eu donc la réglementation algérienne en 1980, qui a démarré en 1980, ensuite avec 1988. Par les nouvelles règles d'ITRPA 88, donc on a eu donc un zonage national par wilaya en général. En 1999, donc le zonage a été modifié, bien sûr à chaque fois modifié en fonction de l'histoire, en fonction des enregistrements qui sont passés. Et en 2003, la même chose aussi, il y a eu donc le séisme de Mouberdès, et tout ça donc a fait que l'Algérie se classe donc en... Ce n'est pas toute l'Algérie qui est soumise au séisme en général. Vous avez des zones avec des sismicités zéro, il n'y a pas de séisme du tout. Les zones 1 en général, c'est un séisme très faible. Les zones 2A, sismicité moyenne. Les zones 2B, sismicité moyenne importante. Et vous avez les zones 3, sismicité forte. En général, la sismicité forte, elle se situe juste au niveau donc d'Alger, Boumerdès, etc. Parce qu'on a vu que la faille en général a été découverte dans cette zone-là. Ok. Donc ici, c'est une idée. Donc c'est quelque chose de très important comme information pour nous en tant qu'ingénieurs, pour savoir des fois quelqu'un qui parle, il sait que pertinemment donc tout ce qui est le zonage et le zoning, donc c'est pas venu au hasard, c'est des études donc qui ont été faites par les géophysiciens, les géologues, et bien sûr tout ça a été mis donc sous forme de code de sismicité où on doit faire attention, on doit pas faire attention, on doit faire très attention. Quand je dis ici la zone 0,1, donc zone 0, donc il ne faut pas faire attention, le règlement parasismique n'est pas applicable dans ces zones-là, c'est des zones sans risque. Vous avez la zone 1, donc sismicité très faible, mais non négligeable, donc je fais un peu attention, la même chose que la zone 2A, mais en zone 2B et zone 3, donc il va falloir faire très attention. Voilà, ça c'est un premier donc, cours sur la sismologie. J'espère que ça va servir à quelque chose et je vous remercie. Allez, bonne soirée.